Octobre 1957. L'Union soviétique lance Sputnik 1, le premier satellite artificiel placé sur orbite autour de la Terre. La réponse américaine ne se fait pas attendre et c'est un désastre. En entrant dans l'ère spatiale, les soviétiques ont pris les Américains de vitesse. La course est désormais à qui on verra le premier homme dans l'espace et dès 1960 commence la sélection des premiers astronautes. Ouvertement rivales, les deux superpuissances savent pourtant qu'il sera moins difficile d'envoyer un homme dans l'espace que de le ramener sur Terre sain et sauf. Ignition sequence start. Reporting from London, another German V2 missile has struck the city. We choose to go to the moon in this La première fusée capable d'atteindre l'espace n'avait pas pour mission d'explorer le cosmos. C'était une arme de guerre, le V2. L'arme secrète de l'Allemagne nazie, un engin de destruction massive capable de transporter une tonne d'explosifs à 320 km de distance. Le premier missile balistique. Son principal concepteur, Werner von Braun, était un jeune et brillant scientifique recruté par l'armée allemande. Avec ses projets de fusée, il voulait ouvrir l'ère spatiale. Mais le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale devait en décider autrement. Le développement du V2 devient alors la priorité des Allemands. Ils en lanceront près de 3000 sur des cibles alliées. Le V2 est arrivé trop tard pour modifier l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Mais il va avoir un impact durable sur celle qui suit, la guerre froide. Après la capitulation de l'Allemagne, l'armée américaine s'empare de missiles V2 qui aboutissent au terrain d'essai de White Sands au Nouveau-Mexique. Avec eux arrive Werner von Braun et son équipe de scientifiques allemands. Maintenant au service de l'armée américaine, ils travaillent au développement de missiles ainsi qu'au montage et au lancement de V2 pour l'observation de la haute atmosphère. Ces premiers lancements relancent le programme de développement de missiles, mais ils préparent aussi l'avènement de fusées qui serviront à l'exploration spatiale. En 1949, l'armée américaine choisit l'emplacement de son nouveau terrain d'essai à long rayon d'action, une bande de terre marécageuse sur la côte est de la Floride, baptisée Cap Canaveral. Sa plage déserte est un emplacement parfait pour les installations de poursuite destinées au dernier né des missiles américains, Bumper. Ce nouveau missile est un V2 modifié à 2 étages. Il est encore rudimentaire, mais permet de mettre en lumière les améliorations à apporter en matière d'allumage et de séparation des étages en haute altitude. Le programme de développement de missiles progresse rapidement. Et von Braun et son équipe commencent à manquer d'espace pour poursuivre leurs travaux. Tandis que les opérations de lancement sont transférées de White Sands à Cap Canaveral, l'équipe de von Braun est envoyée dans un ancien arsenal de l'armée américaine, près de Huntsville, dans l'Alabama. Un arsenal qui a pour nom Redstone. La construction du nouveau complexe s'achève en 1950 et devient le centre américain de guidage des missiles. Son premier chantier est la mise au point d'une arme qui changera à jamais la face de la guerre, un missile balistique d'un nouveau type, équipé d'une tête nucléaire. En
En 1950, la guerre froide connaît son premier grand conflit, l'invasion de la Corée du Sud par la Corée du Nord. Although many countries promptly disbanded their wartime armies, other countries continued to maintain forces so large that they posed a constant threat of aggression. And this year, the invasion of Korea has shown that there are some who will resort to outright war, contrary to the principles of the Charter, if it suits their end. C'est la confrontation. Sous l'impulsion des États-Unis, les forces armées des Nations Unies sont envoyées en Corée du Sud pour repousser l'agresseur communiste. Et la guerre de Corée devient rapidement un conflit international. S'ils n'entrent pas officiellement dans la guerre, les Soviétiques prennent part au conflit. Car à travers la Corée, c'est l'Est et l'Ouest qui s'affrontent. Nous sommes au cœur de la guerre froide. Et aux États-Unis, certains estiment l'enjeu tel qu'ils sont prêts à utiliser la bombe atomique. À Redstone, l'équipe de Wernher von Braun étudie la fabrication d'un missile balistique sol-sol d'une portée de 800 km. Devant l'intensification des combats, celui-ci devient pour les Américains hautement prioritaire. Mais ils en modifient le cahier des charges. Il devra avoir une portée de seulement 320 km afin d'être mobile et lancé depuis le champ de bataille, et de pouvoir ainsi transporter une charge nucléaire. Les Américains le baptisent Redstone, comme l'arsenal où il a été fabriqué. La guerre de Corée prend fin avant son achèvement, mais la guerre froide lui promet un bel avenir. L'Union soviétique joue un rôle déterminant dans les orientations prises par les Américains en matière d'armement. En 1953, les services de renseignement américains révèlent que les Soviétiques concentrent leurs efforts sur un programme de développement de missiles balistiques qui risque de surclasser leurs futurs homologues américains. La même année, les Soviétiques font exploser une bombe à hydrogène. Les Américains ne sont donc plus les seuls à posséder cette arme redoutable. L'URSS peut désormais mettre au point des armes, menaçant l'existence même des États-Unis. En 1956, l'agence militaire de missiles balistiques prend la tête de l'organisation Redstone. Sous la direction du général John Medaris, Wernher von Braun et son équipe sont chargés de perfectionner le missile Redstone et de débuter la mise au point d'un missile de dimension supérieure et de moyenne portée, le Jupiter. Depuis le bond fait par les Soviétiques en matière d'armement nucléaire, les trois composantes de l'armée américaine cherchent à développer des missiles à longue portée. Le Jupiter est destiné à l'armée de terre et à la marine américaine. Il est largement basé sur la technologie Redstone, mais on a augmenté les dimensions de ses réservoirs de carburant pour générer une poussée qui lui permet d'atteindre un rayon d'action de 2400 km. Il est quasiment 2 fois plus lourd que le Redstone. Le moteur semble petit, mais suffirait à la propulsion d'un cuirassé. Et la société Rocketdyne a été chargée de fabriquer un propulseur suffisamment puissant pour projeter un engin pesant 160 tonnes au-delà des limites de l'attraction terrestre. Le premier lancement a lieu au début de l'année 1957 à Cap Canaveral. Cette fusée de 17 mètres de haut devient le premier missile balistique à moyenne portée américain. Et moins d'1 an plus tard, une version modifiée du Jupiter fera entrer les États-Unis dans l'ère spatiale. Depuis 1953, l'Atomic Energy Commission, le commissariat à l'énergie atomique américain,
ne cesse de progresser en matière de technologie thermonucléaire. Les Américains peuvent désormais équiper leurs missiles balistiques de petites têtes nucléaires à fort potentiel. Autrement dit, ils n'auront plus besoin de missiles aux dimensions gigantesques pour neutraliser des cibles importantes. Le ministère de la Défense américain en conclut qu'il est préférable d'axer les dépenses sur la fabrication de bombardiers à long rayon d'action et de missiles de croisière plus petits et moins coûteux. Une décision qui freine la création du premier missile balistique intercontinental américain, l'Atlas. Il faudra attendre 1955 pour que la mise au point de l'Atlas devienne une priorité du président Eisenhower, inquiet des progrès réalisés par les soviétiques dans ce domaine. Le nouveau missile est affecté à l'armée de l'air, mais les premiers essais sont un échec et l'Atlas ne verra le jour que 4 ans plus tard. 4 années durant lesquelles les Américains vont prendre conscience du fossé qui les sépare encore des Soviétiques. Le 4 octobre 1957 à l'aube, l'Union soviétique lance une longue fusée à étages multiples. Bien que dérivé des missiles balistiques intercontinentaux, l'engin ne transporte pas d'ogive. Il est propulsé dans l'espace pour placer un satellite encore rudimentaire en orbite. Sputnik 1 devient ainsi le premier satellite artificiel de l'histoire. Cet engin de 80 kg tourne autour de la Terre en 1h30. Et s'il n'est en lui-même guère impressionnant, la performance des Soviétiques n'en est pas moins époustouflante. Les Russes sont les premiers à pénétrer dans l'espace. Pour le reste du monde, c'est le choc. Et pour les États-Unis, une véritable humiliation. Or, paradoxalement, c'est le retard technologique des Soviétiques qui leur a permis de réaliser ce premier bond dans l'espace. L'A-1, la fusée qui a lancé le Sputnik, est dérivée des premiers missiles balistiques intercontinentaux soviétiques. Elle est plus volumineuse et moins performante que l'Atlas, mais beaucoup plus puissante. À l'origine, les Soviétiques l'ont conçue pour lancer leur première bombe à hydrogène, une version plus lourde et plus rudimentaire de la bombe américaine. Les Américains, eux, ont cherché à mettre au point des ogives légères et élaborées, et des missiles plus petits et plus performants. Un luxe que les Soviétiques ne pouvaient se permettre. L'URSS compense son retard technologique par la puissance, ce qui lui permettra pendant quelque temps encore de conserver son avance dans la course à l'espace. Moins d'un mois après le lancement de Sputnik 1, l'URSS réalise de nouveau une grande première. Sputnik 2 a un passager à son bord, la chienne Laïka. Sputnik 2 répond à un nouveau défi. Placer un être vivant en orbite et livre de précieuses informations sur les techniques nécessaires pour maintenir un organisme vivant dans l'espace. Le satellite pèse près d'une demi-tonne, preuve que les Soviétiques sont capables de projeter des charges utiles importantes dans l'espace. Il y a désormais 2 satellites soviétiques en orbite autour de la Terre. Il est temps pour les Américains d'entrer dans la danse. Décembre 1957, Vanguard, le satellite de la marine américaine, est prêt à décoller. Mais c'est l'échec après seulement 2 secondes de poussée. La réaction des Américains est immédiate. Ils décident de mettre en œuvre au plus vite un projet de lancement de satellites sur orbite conçu par Wernher von Braun. L'agence militaire de missiles balistiques et le laboratoire de propulsion par réaction préparent le lancement de Jupiter C, dérivé du Jupiter, à Cap Canaveral.
Le Jupiter C est un Redstone modifié, équipé de 2 étages supérieurs à propergol solide. En vol, cet assemblage se met en roulis afin de stabiliser les étages supérieurs, soumis aux perturbations des nombreux moteurs fusées. Explorer 1 peut ainsi être lancé le 31 janvier 1958. Les Américains viennent de revenir dans la course, encore modestement, grâce à l'incontournable Wernher von Braun. Désormais, l'URSS n'est plus seule. L'Amérique a fait un premier pas vers la conquête spatiale, mais les Soviétiques ont encore quelques belles longueurs d'avance. Et les Américains ne supportent guère l'idée d'être en quoi que ce soit distancés par les Soviétiques. Ils décident donc d'étendre leurs capacités technologiques. En juillet 1958, le Congrès crée la NASA, l'administration nationale de l'aéronautique et de l'espace, qu'il charge de diriger la politique d'exploration spatiale américaine. Sa première tâche sera d'étudier la possibilité d'envoyer un homme dans l'espace. En octobre, un groupe de travail composé de scientifiques, d'ingénieurs et de techniciens se voit confier la direction du nouveau programme spatial américain, le projet Mercury. 2 mois plus tard, ils ont déjà commencé à sélectionner les premiers pilotes de l'espace. Le 9 avril 1959, la NASA présente 7 jeunes pilotes à la presse américaine. Les 7 volontaires du projet Mercury. L'événement n'est qu'un coup médiatique, mais la presse n'y voit que du feu. En réalité, la sélection s'est faite parmi plus d'une centaine de pilotes d'essai de l'armée américaine. 36 d'entre eux ont passé des examens médicaux très éprouvants et des tests de stress. Et des 18 candidats retenus, il ne reste que Dex Layton, Alan Shepard, Wally Schirra, Gus Grissom, John Glenn, Gordo Cooper et Scott Carpenter. 7 pilotes chevronnés, étourdis par le crépitement des flashs et les innombrables questions des journalistes. Le groupe des 7. Pour les Américains, ils incarnent l'avènement d'une ère nouvelle, celle de l'exploration spatiale. Les candidats astronautes seront formés au centre d'entraînement de la NASA, à Langley Field, en Virginie. Là, ils vont devoir s'atteler à l'étude d'une toute nouvelle discipline scientifique, l'astronautique. Ils suivent des cours d'astronomie, de fuséologie, d'astrophysique et de navigation céleste. L'astronaute n'est pas un pilote comme les autres. Il suit un entraînement intensif à l'aide d'un équipement inédit, étrange, conçu pour simuler les conditions de vol dans une navette spatiale. Une toupie gyroscopique pour développer ses réflexes d'équilibration, la centrifugeuse. Le pilote est placé dans une gondole, à l'extrémité d'un énorme bras en rotation qui le soumet à des gravités très élevées. Des techniciens étudient la réaction physique du sujet aux fortes accélérations et aux charges gravitationnelles qu'il subira au moment de la rentrée dans l'atmosphère. Les pilotes apprennent aussi à évoluer en état d'apesanteur, comme dans l'espace. Une fois placés en orbite, ils pourront modifier manuellement la position du vaisseau spatial à l'aide d'un manche. Pour l'heure, ils se forment au système de contrôle des tangages, roulis et lacets. Ils apprennent également les techniques de survie à l'atterrissage, en particulier dans l'éventualité où leur vaisseau spatial manquerait le lieu de récupération. Et ainsi, cours et séances d'entraînement se succèdent.
L'objectif principal du projet Mercury est de mettre un homme en orbite, de tester sa capacité à évoluer dans l'espace et de le ramener sain et sauf sur Terre. Le vol se déroulera en 2 phases. Le missile Redstone enverra la capsule habitée sur une trajectoire balistique, puis l'Atlas, plus puissant, le placera en orbite. Les astronautes américains tiennent à être consultés sur les modifications apportées au missile qui devront véhiculer la capsule Mercury. Tout bon pilote d'essai ferait de même, car la moindre défaillance peut leur coûter très cher. Pour ce premier vol habité, les ingénieurs optent pour un vaisseau en forme de cône tronqué. Une fois placé sur orbite, l'appareil sera contrôlé par de petits moteurs fusées et freiné dans la phase de rentrée atmosphérique par des rétrofusées placées à sa base. C'est la société McDowell Aircraft qui est chargée de fabriquer la capsule Mercury. Elle doit être petite et légère pour pouvoir être placée au sommet des fusées Redstone et Atlas, mais suffisamment spacieuse pour contenir un pilote. À la base, elle est recouverte d'un matériau spécial qui forme un bouclier thermique. Ce revêtement est conçu pour s'enflammer dans la phase de rentrée afin d'absorber l'intense chaleur causée par le frottement né du retour dans l'atmosphère terrestre. Les ingénieurs avaient initialement prévu un système de commande entièrement automatique pour diriger l'appareil. Un système qui, aux yeux des pilotes, ravalait l'astronaute au rang de simple cobaye. Les plans n'ont pas tardé à être modifiés. Les pilotes ont exigé l'adjonction de commandes manuelles susceptibles de prendre le pas sur le système automatique en cas de défaillance au cours du vol orbital. Une exigence qui se révélera hautement justifiée. En phase de descente, la capsule sera freinée par un parachute avant d'amérir. À la demande des astronautes, on abandonne le mot capsule au profit d'un autre terme, vaisseau spatial. Les vols d'essai révèlent de nombreuses anomalies qui retardent le projet. En juillet 1960, le premier Mercury Atlas est enfin prêt au lancement, 1 an après la date prévue. Pour la première fois, un missile transporte un vaisseau du projet Mercury. Mais 1 minute après le décollage, c'est l'explosion. Il faudra plusieurs mois pour découvrir l'origine de l'avarie. Or, le programme spatial américain ne peut souffrir aucun retard. Qui sera le premier dans l'espace? Un Américain ou un Russe? De l'avis général, les Russes ont pris beaucoup d'avance. Ce n'est qu'en partie vrai. Les Soviétiques attendent février 1960 pour sélectionner leurs cosmonautes. Les astronautes Mercury sont alors à pied d'œuvre depuis 1 an déjà. Plus de 3000 militaires soviétiques participent à la sélection. Tous sont pilotes, mais pas pilotes d'essai. L'entraînement ressemble dans les grandes lignes à celui des astronautes américains. Mais les compétences requises diffèrent sensiblement. Avec seulement 400 heures de vol à leur actif, les cosmonautes soviétiques sont moins expérimentés que leurs homologues américains. Et il existe une autre différence de taille. Les astronautes Mercury ont été appelés à participer à la mise au point de leur vaisseau spatial. C'est dans ce but que la NASA a sélectionné des pilotes d'essai. Les cosmonautes soviétiques, eux, s'estiment heureux si au bout de 6 mois d'entraînement, on leur permet de jeter un coup d'œil à leur capsule. Le Vostok, la capsule soviétique, est l'œuvre de l'ingénieur Sergueï Korolev.
C'est à son équipe que les Soviétiques doivent les premiers missiles balistiques intercontinentaux qui ont servi au lancement des Spoutniks. De forme sphérique, le Vostok a un poids plus de 3 fois supérieur à celui du Mercury. Le premier vol d'essai a lieu en mai 1960. Il est placé sur orbite, un mannequin à son bord. 2 mois avant l'échec du premier Mercury Atlas. L'un des principaux objectifs du projet Mercury est d'étudier comment un être humain évolue dans l'espace et comment son organisme réagit. Les scientifiques américains ont prévu d'enregistrer toutes les réactions physiques des astronautes, au moyen de détecteurs fixés sur leur peau. Outre l'équipement de vie du vaisseau spatial, une combinaison spatiale autonome protégera l'astronaute d'un environnement hostile. Dans l'espace, cette combinaison pressurisée et hermétique est vitale, mais sur Terre, elle est chaude, inconfortable, et l'enfiler est un véritable parcours du combattant. Pour s'assurer qu'un vaisseau spatial est capable de transporter un être vivant, on a d'abord fait l'expérience avec des animaux. Puis on a appris à des chimpanzés à accomplir des tâches simples durant les vols spatiaux. En janvier 1961, les Américains placent Ham, un chimpanzé, à bord de la fusée Mercury Redstone, pour tester la première phase du programme Mercury, un vol suborbital sur une large trajectoire balistique. En dépit de quelques ratés, ce vol d'essai est considéré comme un succès, et il démontre que le Mercury peut accueillir un être vivant. Le groupe des 7 est impatient d'envoyer le premier Américain dans l'espace, mais il faut encore réaliser un dernier vol d'essai. Il est déjà trop tard. Кедр. Я заря-1. Зажигание. Понял вас, дается зажигание. Зажигание. Продувка. Продувка. Есть продувка. Южный дренаж. Есть дренаж. 12 avril 1961, les Soviétiques renouvellent l'exploit. Sergueï Korolev souhaite bon voyage à un jeune cosmonaute, Youri Gagarin.
capsule Vostok vient d'être projetée sur orbite par l'A1, une gigantesque fusée à 5 étages conçue par Korolev. À son bord, Youri Gagarin, le premier homme dans l'espace, réalise une révolution terrestre, puis rentre dans l'atmosphère. Le parachute du Vostok se déploie et Gagarin est éjecté du vaisseau comme prévu. Le cosmonaute et la capsule touchent terre, indemnes. Les Russes ne pouvaient rêver meilleure publicité. Radio Moscou a suivi en direct l'évolution du vaisseau. Le triomphe des Soviétiques fait les gros titres des journaux du monde entier. Les Russes célèbrent leur succès. Cette nouvelle victoire sur les Américains confirme que l'URSS demeure le maître incontesté de la conquête de l'espace. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that Le goal président Kennedy relève le will défi. serve to organize L'Amérique, the nation of the dit-il, best. doit battre les Soviétiques et être la première sur la That Lune. challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. Tout commence le 5 mai 1961. Peu avant l'aube, un astronaute vêtu de sa combinaison argentée apparaît. 6 étages plus haut, sur la fusée Redstone, trône le Mercury, le vaisseau qui le mènera dans les étoiles. Cela fait 5 mois que la presse attend de connaître l'identité de l'astronaute sélectionné pour ce premier voyage dans l'espace. Mais pour donner plus d'écho à l'événement, la NASA a refusé de dévoiler son nom. Tous parient sur le charismatique John Glenn. Mais l'heureux élu est Alan Shepard. Son identité n'a été révélée aux médias américains que quelques heures avant l'heure prévue pour le lancement de Mercury, soit 3 jours plus tôt, car le vol a dû être retardé en raison du mauvais temps. Le 5 mai au matin, une anomalie apparue dans les circuits électriques occasionne un nouveau retard. Le compte à rebours est arrêté et l'astronaute attend patiemment pendant près de 4 heures. Enfin, le compte à rebours reprend. À 9h49, le 0 retentit. La fusée Redstone s'élance dans le ciel à plus de 8000 km/h. Alan Shepard est plaqué contre son siège par la puissance du décollage. Tandis qu'il s'éloigne à plus de 160 km de la Terre, l'engin est soumis à de telles vibrations que l'astronaute peut à peine lire les instruments de bord. « 15 minutes plus tard, l'astronaute et son vaisseau sont repêchés par des hélicoptères dans l'océan Atlantique, à 480 km au sud de Cap Canaveral. Le vaisseau, surnommé Freedom 7, a accompli sa mission. Ses systèmes de commande manuels et automatiques ont bien fonctionné, et surtout son pilote est arrivé à bon port. À la Maison-Blanche, le président Kennedy remet une décoration à Alan Shepard en le qualifiant de pionnier de l'espace de la nation américaine. Il est acclamé dans les rues de Washington, mais ce vibrant hommage ne parvient pas à masquer le fait que l'Amérique n'est toujours que deuxième dans la course à l'espace. Alan Shepard et l'équipe Mercury sont convaincus qu'ils auraient pu prendre les Soviétiques de vitesse en janvier. Mais c'était à Wernher von Braun, l'expert, que revenait la décision. Et tant qu'il n'avait pas donné son feu vert, la NASA refusait d'envoyer un homme dans l'espace. Le projet Mercury doit maintenant aller de l'avant. Stimulés par ce premier succès, les Américains préparent un second vol suborbital.
Gus Grissom sera le deuxième Américain à pénétrer dans l'espace. Mais son vol ne se déroule pas sans encombre. Durant la phase de récupération, l'issue de secours de l'appareil s'ouvre prématurément. La capsule est perdue et l'astronaute échappe de peu à la noyade. Tout s'est déroulé de manière confuse et nul ne connaît exactement l'origine de l'avarie. Gus Grissom soutient que le mécanisme de l'issue de secours a mal fonctionné. D'autres l'accusent d'avoir paniqué. Pourtant, l'amérissage de l'appareil s'est déroulé normalement. Comme pour les autres vols, le choc est important en dépit du coussin d'amérissage. Grissom n'a jamais été très à l'aise sur l'eau, mais il est connu pour garder son sang-froid dans les situations délicates. Alors que l'hélicoptère s'apprête à hisser la capsule, l'astronaute demande par signe à l'équipage d'attendre 5 minutes, le temps de noter des indications fournies par les instruments de bord. Cinq minutes passent, puis l'appareil est accroché à l'hélicoptère, prêt à entamer l'ascension. Soudain, l'issue de secours s'ouvre et l'eau s'engouffre dans la capsule. Grissom parvient à s'extraire de l'appareil qui se remplit d'eau au point de devenir trop lourd pour l'hélicoptère. Les pilotes abandonnent la capsule et hissent l'astronaute hors de l'eau. Sans cette issue malheureuse, le vol aurait été parfait. « 19 février 1962. Les Américains attendent avec impatience le bulletin météorologique de Cap Canaveral. Dans quelques heures à peine, ils assisteront au premier vol orbital américain. John Glenn sera le premier Américain à accomplir une révolution autour de la Terre. Cela fait maintenant 1 mois qu'il attend ce moment. Un retard qui n'est pas dû seulement au mauvais temps. La fusée Mercury Atlas n'était pas prête à décoller. La date de lancement a dû être reculée une première fois en raison d'anomalies dans les réservoirs de carburant. Puis on a découvert une fuite qui a retardé le lancement de 10 autres jours. Le jour J est finalement fixé au 20 février. Pour la NASA et le projet Mercury, l'instant est décisif. Moins d'1 an plus tôt, les Russes envoyaient Youri Gagarin sur orbite. C'est aujourd'hui au tour des Américains et de John Glenn de prouver qu'ils en sont capables. Contrairement à Gagarin, John Glenn pénètre dans son vaisseau en qualité de pilote. Alors que les cosmonautes russes voyagent à bord d'une capsule entièrement automatisée, l'astronaute américain pourra lui contrôler les tangages, les roulis et les lacets de son vaisseau. Le lancement est entouré d'une immense publicité. Les nombreux retards n'ont en rien découragé les équipes de télévision américaines et les quelques 600 journalistes venus couvrir l'événement. Le puissant Atlas se libère de sa tour. Le compte à rebours a commencé. Le moteur est mis à feu. Le Friendship 7 est prêt. Firing signal. Godspeed, John Glenn. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Roger, the clock is operating. We're underway. Roger, we're programming and roll OK.
Une poussée de 160 tonnes propulse l'astronaute vers le ciel. L'équipe au sol observe la fusée s'approcher de Q maximum, la pression dynamique maximum, ce moment où les forces exercées pendant le vol et l'ascension sont les plus fortes. L'Atlas vibre sous la pression. Roger, you're through Max Q, flight path is... Roger, feels good through Max Q and smoothing out real fine. Friendship 7 est sur le point de se séparer de son lanceur. John Glenn et l'Amérique seront alors en orbite. Guy looking very dark outside. Roger, 0G, and I feel fine. Capsule is turning around. Oh, that view is tremendous. Roger, turnout has started. Roger, capsule turning around, and I can see the booster during turnaround just a couple of hundred yards behind me. It was beautiful. Roger, 7, you have a go with at least 7 orbits. Roger, understand go for at least 7 orbits. Acclamé par l'Amérique tout entière, l'astronaute entame ses révolutions terrestres. Aux États-Unis et dans le monde entier, on regarde et on écoute John Glenn commenter son voyage dans l'espace. Son vaisseau ne met que 88 minutes à faire le tour de la Terre. En 1 seconde, il couvre 8 kilomètres. Mais tandis que l'astronaute partage ses impressions avec le reste du monde, le centre de contrôle détecte une grave anomalie. Un signal d'alarme indique que le bouclier thermique de Friendship 7 s'est détaché. S'il rentre dans l'atmosphère sans cette enveloppe protectrice, John Glenn et son vaisseau prendront feu. L'équipe de contrôle va devoir agir vite. La rentrée aura lieu dans moins de 4 heures. Pendant que Friendship 7 entame sa 2e révolution, sur Terre, on cherche par tous les moyens à sauver l'astronaute. Glenn n'est pas informé du problème, qu'il n'a de toute façon aucun moyen de résoudre. Alors que le vaisseau effectue une 3e et dernière révolution, la remarque d'un ingénieur retient l'attention. L'unité de rétropoussée destinée à freiner l'appareil lors de sa rentrée dans l'atmosphère est fixée au bouclier thermique. Peut-être suffira-t-elle à le maintenir en place. Friendship 7 s'approche de la côte californienne. Il est temps de quitter la trajectoire orbitale. 5, 4, 3, 2, 1, fire. Roger. Retros are firing. Good, indeed. Are they ever? It feels like I'm going back toward Hawaii. Les rétrofusées entrent en action pour freiner le vaisseau dans la phase de rentrée. À ce stade, l'unité de rétropoussée devrait être larguée. Mais les ingénieurs de la salle de contrôle en décident autrement. We have decided to re-enter with the pack on. He will have to crank in the... Les attaches métalliques qui fixent l'unité de rétropoussée au bouclier thermique parviendront peut-être à le maintenir en place, à moins que les rétrofusées ne s'enflamment. Auquel cas, le premier Américain placé sur orbite reviendra sur Terre carbonisé. Roger. Understand. Friendship 7 plonge dans l'atmosphère à plus de 27 000 km/h. La température extérieure approche les 2000 degrés. Friendship 7, a real fireball outside. Personne ne l'entend. Le vaisseau est entouré d'une boule de gaz ionisé qui bloque toute communication avec l'extérieur.
Sur Terre, les ingénieurs attendent, impuissants. John Glenn est seul. Okay, Friendship 7, do you receive? Over. Okay, we're through the peak G now. 7, this is Cape. What's your general condition? You feeling pretty well? My condition is good, but that was a real fireball, boy. I had great chunks of that retro pack breaking off all the way through. 7, this is Cape. Did you read you will be within 1 mile of the uprange destroyer? Recovery weather is very good. Over. Roger, understand. Friendship 7 going to Drogue early. It's a rocky bird. Drogue came out. Drogue is out. Roger, Drogue came out at 30 south at about a 90-degree yaw. Roger, is the Drogue holding on? Roger, Drogue looks good. Roger, re-entry checklist complete. Standing by for main at 10. Roger. Roger. Main chute is on green. Chute is out in reach condition at 10,800 feet in. Beautiful chute. Chute looks good. On O2 emergency and the chute looks very good. Rate of descent has gone to about 4.2 feet per second. Fin du voyage pour Friendship 7. Son capitaine, l'astronaute John Glenn, devient le symbole d'une conquête d'un nouveau type, celle de l'immensité spatiale. Sa joie est partagée par toute l'Amérique, qui voit s'ouvrir avec lui une nouvelle ère. Où qu'il aille, John Glenn est reçu en héros. New York n'avait pas connu pareille liesse depuis la traversée de l'Atlantique par Charles Lindbergh. Les vols orbitaux se poursuivront avec Scott Carpenter, puis Wally Schirra. Et enfin, Gordo Cooper, qui avec ses 22 révolutions terrestres, mettra un terme au projet Mercury. Mais en dépit de leur succès, les Américains sont toujours devancés par les Soviétiques, qui conservent la première place par la longueur de leur mission et le nombre de révolutions réalisées par leurs vaisseaux. Dans les 5 années qui suivront, la course à l'espace ira en s'intensifiant, avec un nouvel objectif, la Lune. Mais ces missions demeureront-elles scientifiques ? La question mérite d'être posée. Après tout, la conquête de l'espace est née de la course aux armements. Combien de temps avant que les deux domaines n'en viennent à se confondre ? Dans un discours devant le Congrès américain en 1962, John Glenn exprime cette inquiétude. En termes simples, il fait ce vœu. As our knowledge of this universe in which we live increases, may God grant us the wisdom and guidance to use it wisely. Thank you, Tom.